BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est reparti pour l'actu tech de ces dernières heures. C'est tous les soirs à 20h et 21h30. On démarre avec une déclaration. C'était Jérémy Rifkin dans l'école du Figaro ce matin qui nous disait qu'il était temps que Google devienne un bien d'utilité publique. Alors pourquoi il dit cela? L'économiste américain qu'on connaît bien, on se rappelle notamment il y a plus de 20 ans de cela, en 95, de son ouvrage La fin du travail. Eh bien lui, voilà, il estime que Google c'est un service merveilleux, mais que quand tout le monde se repose dessus, ça ressemble à un monopole. Il est temps pour lui donc qu'il devienne un bien d'utilité publique. Et l'un de nos invités était pas loin de partager son avis ce matin dans Les Experts de Nicolas Dose. Écoutez là-dessus donc le chef économiste de la maison Aurel BGC, Christian Parizeau. Le problème de l'économie d'Internet, c'est que vous tendez vers des monopoles naturels, automatiques, parce que vous n'allez pas avoir 36 000 plateformes aujourd'hui pour louer votre maison, pour discuter avec vos amis. Donc il y a mécaniquement, par nature, seule l'innovation technologique, une nouvelle plateforme peut casser ce monopole. Mais on va vers des monopoles. C'est pour ça que les investisseurs ne se sont pas trompés. Quand ils ont à investir, ils mettent beaucoup d'argent parce qu'ils disent le premier arrivé, il prend tout. Donc ça, c'est dans l'esprit de l'Internet, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc la seule barrière, c'est que vous ayez un monopole. Donc ça, c'est vrai. Là où c'est condamnable, c'est le jour où vous avez un moteur de recherche qui est dominant, qui est monopolistique, qui ne se limite pas à un moteur de recherche. Et quand la société utilise ce moteur de recherche pour nourrir des offres de billets d'avion, pour nourrir après d'autres plateformes, je vais vous donner gratuitement un mail. C'est génial, c'est sympa, il nous offre un mail. Sauf que après, grâce à ce mail, j'ai toutes les informations que je veux sur le consommateur et je peux cibler des publicités. Parce que j'ai financé cette boîte. J'ai envie de vous dire, Christian, j'ai envie de vous dire quel talent en même temps. Non, c'est du talent. Je suis d'accord. Mais là où le régulateur peut se poser une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une utilisation abusive d'un monopole pour derrière créer d'autres plateformes monopolistiques qui entraînent d'aspirer toute la valeur ajoutée du reste de l'économie. Aujourd'hui, c'est plus intéressant de vendre sur une plateforme avec un monopole des voyages que de construire le voyage, que faire le voyage et que d'héberger les gens dans l'hôtel. Donc il y a un vrai problème de fond. Voilà, Christian Parizeau tout à l'heure avec Nicolas Dose dans Les Experts. Jean-Christophe Roissy, on vous retrouve pour l'actualité tech de ces dernières heures. Et c'est Spotify qui fait la une avec l'info du Wall Street Journal. Spotify, visiblement, envisage une entrée en bourse assez rapide et assez spéciale aussi, il faut bien le dire. Oui, un Spotify qui avait toujours refusé pour le moment donc une introduction en bourse envisage désormais cette option. Mais il n'y aura ni nouveaux actionnaires, ni levée de capitaux. Alors l'idée, c'est juste de rendre l'échange de titres plus fluide pour les actionnaires existants. Spotify voit deux avantages d'après le Wall Street Journal. D'abord, le processus serait moins coûteux, plus simple, plus rapide. Ensuite, le fait d'avoir une action cotée donnerait par ailleurs aux investisseurs et salariés de Spotify l'occasion d'encaisser le prix de ces actions. Et dans cette hypothèse, Spotify devrait fixer un prix de départ à ses actions. Et selon le Wall Street Journal, l'entreprise suédoise vise une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. Alors Spotify fait périodiquement appel aux investisseurs pour financer son développement. Toutefois, on rappelle que Spotify vient de passer un accord avec Universal Music. C'était en début de semaine. Le catalogue d'Universal sera intégré à l'offre de streaming de la plateforme. Accord qui devrait permettre à Spotify d'engranger ses premiers bénéfices. Bon, voilà pour le streaming musical. On en vient maintenant à l'actu des réseaux sociaux, Jean-Christophe. Facebook dans un instant, mais d'abord Twitter. Là, Twitter, deux infos, notamment le fait qu'ils ont sorti une version allégée pour notamment ceux qui n'ont pas une super connexion, qui sont en 2G par exemple. Voilà, c'est ça. Il s'agit d'attirer donc de nouveaux utilisateurs dans les pays émergents et donc et de contourner aussi un obstacle des réseaux de téléphonie mobile lents ou coûteux. Donc la version allégée de Twitter est accessible sur un navigateur sans qu'il soit nécessaire de télécharger l'application, offre un chargement rapide avec des connexions lentes tout en prenant peu d'espace sur un téléphone portable. Cette démarche intervient au moment où Twitter fait face à des difficultés pour augmenter le nombre de ses utilisateurs et pour bien sûr dégager suffisamment de revenus pour devenir rentable. Twitter qui fait de Trump une égérie publicitaire, non pas aux US, non pas en Europe, mais au Japon. Oui, avec ses tweets pendant la campagne électorale, Donald Trump était devenu en quelque sorte l'un des plus grands ambassadeurs de Twitter. Désormais, le réseau social n'hésite plus à utiliser le président américain comme égérie publicitaire, du moins au Japon, puisque depuis le 20 mars, les usagers du métro de Tokyo peuvent voir des encarts publicitaires pour le réseau social américain où figure le président américain. La campagne publicitaire de Twitter
Twitter ne s'appuie pas que sur des photos de Donald Trump, on le précise. Il y a d'autres affiches qui évoquent notamment le sport ou la gastronomie nippone. La campagne publicitaire n'a pas pour vocation de dépasser les frontières du Japon. Twitter est très populaire, on le précise au Japon. Il compte plus de 35 millions d'utilisateurs actifs. C'est plus que Facebook. Allez, on reparle des fake news, les fameuses fausses informations avec l'Allemagne qui hausse le ton contre les grands réseaux sociaux. Oui, l'Allemagne qui se veut le fer de lance européen contre le phénomène, qui a décidé de hausser le ton. Le gouvernement d'Angela Merkel a décidé de mettre l'accent sur la rapidité et la coercition. Un projet de loi d'ailleurs sera présenté au Parlement. L'idée est simple, c'est contraindre par la loi les sites internet concernés par les fake news d'obtempérer. À défaut, les entreprises risquent des amendes de plusieurs millions d'euros. Et les sites internet, ça c'est très important, n'auront que 24 heures pour réagir à la suite d'un signalement de fake news. Un tel délai devrait permettre d'endiguer le phénomène puisque ces fake news n'auraient pas le temps de se propager et que le blocage en réduirait la portée. Facebook, Twitter, YouTube et les autres réseaux sociaux et de partage d'informations sont bien évidemment dans le collimateur du gouvernement d'Angela Merkel. Il ne reste pas les bras croisés, ces géants de l'internet, notamment Facebook est avec nous ce soir. Édouard Brault, vous êtes le directeur des partenariats médias donc chez Facebook. Édouard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci donc d'être sur BFM Business. Vous accélérez là dans votre lutte contre ces fameuses fake news, et les rumeurs en tout genre évidemment. Vous allez donc aider vous annoncez ça ce soir, vos utilisateurs à mieux repérer les fausses infos. Ça va démarrer là dans les prochaines heures, les prochains jours, dans 14 pays, dont la France. Absolument. La mission de Facebook, c'est de favoriser la communication entre les individus et à ce titre-là, nous sommes très concernés évidemment par la présence de fausses informations sur notre plateforme. Et à ce titre-là, nous avons lancé il y a maintenant un mois un outil de fact-checking, donc qui permet de vérifier des informations sur la plateforme. C'est un outil en fait qui permet aux utilisateurs de Facebook de signaler des articles qu'ils pensent être faux et ensuite ces articles remontent dans un portail qui est accessible à une série de partenaires fact-checkers qui par ailleurs répondent à un certain nombre de critères et de standards internationaux de fact-checking qui ont l'expertise pour pouvoir qualifier ces informations de vraies ou fausses. C'est extrêmement important pour nous, cette lutte contre les fausses informations. Dans le même temps, nous ne voulons pas être les arbitres de la vérité. Et donc les partenaires, c'est la presse, ça va être New York Times. Alors ça dépend vraiment. Ça va être Le Monde, ça va être BFM. Voilà, ça dépend effectivement des pays. Aux États-Unis, où le produit a également été lancé quelques semaines avant nous, ce sont plutôt des ONG qui participent à cet effort de fact-checking. En France, il n'y a pas vraiment d'ONG qui font du fact-checking. C'est plutôt des médias qui ont développé cette expertise et qui ont développé d'ailleurs un savoir-faire éditorial, notamment les équipes du Monde, de BFM, comme vous le disiez, ou de Libération, de France 24, qui participent à cette opération et qui ont des vrais départements qui ont la responsabilité de faire du fact-checking éditorial. Parce qu'en fait, tous les médias font du fact-checking, mais après, l'éditorialiser et en faire un vrai contenu éditorial, c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ce soir, alors, Édouard ? Donc, nous avons lancé ce produit il y a maintenant un mois. Ça nous a permis d'ailleurs, avec l'aide des fact-checkers, de détecter un certain nombre d'articles qui étaient faux sur la plateforme et ainsi de leur donner moins de visibilité au sein du newsfeed, du fil d'actualité de Facebook. C'est extrêmement important parce que une partie de ces fake news ont une motivation qui est financière et donc le fait de les déclasser dans le newsfeed et de ne plus générer de clics vers ces sites web, évidemment, va mettre un terme à cette activité-là. Assécher leurs ressources quelque part, quoi. Absolument. Et donc, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est au-delà de cet outil qui s'attaque aux fake news par la racine, nous avons souhaité faire une campagne pédagogique qui va démarrer la semaine prochaine et qui va indiquer à l'ensemble des utilisateurs de Facebook en France, aux 32 millions d'utilisateurs de quasiment Facebook. un Français sur deux, c'est dingue. Absolument. Ouais. J'imagine la responsabilité que vous avez là. C'est bien plus absolument. Et c'est pour ça que TF1, que BFM, que Le Monde, que je sais pas qui. Et c'est pour ça qu'on a souhaité lancer cette campagne. Donc cette campagne, qui va être présentée. Une campagne de pub, une campagne de presse, quoi. C'est une campagne d'éducation qui va présenter à l'ensemble. Alors c'est tout d'abord au sein de Facebook la possibilité pour l'ensemble de nos utilisateurs d'accéder à des conseils qui ont été rédigés par un organisme international et reconnu dans le domaine du fact-checking qui s'appelle First
Draft. Et donc, ces conseils qui sont des conseils de bon sens. Méfiez-vous, méfiez-vous les URL, vérifiez les sources. Faites adresse et on vous dira si derrière il y a un vrai site. Absolument. Faites attention à la manière dont les articles sont formalisés, etc. Donc, donner des conseils de bon sens pour bien sensibiliser l'ensemble des internautes sur ces fausses informations qui peuvent être présentes sur Facebook, mais sur d'autres plateformes par ailleurs. On est sur une campagne qui est assez large et qui ne se préoccupe pas que de Facebook et qui par ailleurs rappelle le fonctionnement du signalement des articles qui sont suspicieux, puisque lorsque nous avons lancé ce portail il y a un mois, nous avons permis à l'ensemble des utilisateurs de Facebook de pouvoir signaler des articles qui leur semblaient suspicieux, et c'est ça qui alimente ce portail sur lequel on travaille avec un certain nombre de fact-checkers et qui permet donc de lutter à la racine contre les fausses informations. Et vous mettez beaucoup de moyens là, financiers et humains chez Facebook et en Californie, et même en Europe, pour lutter contre ça, Absolument, des moyens humains importants. Hein. Nous avons une stratégie média chez Facebook qui repose sur le partenariat. Donc, comme je vous le disais, nous ne voulons pas être les arbitres de la vérité, mais néanmoins, on reconnaît le rôle qui est le nôtre aujourd'hui. On sait que l'information est très largement consommée sur Facebook. Donc, on travaille main dans la main avec des partenaires experts. Et donc, c'est le cas en France avec ces 8 fact-checkers avec lesquels nous travaillons. Mais eux, ils ont leurs permettent. Chez vous, ça se passe comment? Alors, nous, on fournit on a une plateforme. Donc, on fournit un outil. Et donc, on travaille avec ces différents médias pour qu'ils nous disent, voilà, il semble que les articles qui remontent dans l'outil ne soient pas très pertinents. On aimerait avoir telle fonctionnalité. Attention, une information n'est pas forcément vrai ou fausse, il y a peut-être il y a un regain de fausses intermédiaires avec notre contexte électoral en France. Alors on l'observe, enfin, je dirais qu'il y a des pays où la motivation des fausses informations est principalement économique. C'est pas quelque chose qu'on observe très fortement en France. Il faudrait interroger les fact-checkers qui sont plus experts que moi dans ce domaine. On voit des choses, hein, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, on a d'ores et déjà signalé un certain nombre d'articles sur la plateforme. Par ailleurs, on collabore avec une autre initiative française, Crosscheck, menée par First Draft et d'autres médias, qui par ailleurs aussi débunk, comme on dit, signale un certain nombre d'articles. Donc on voit qu'il y a des articles, mais finalement, on en discutait récemment avec nos fact-checkers partenaires, on n'a pas noté d'explosion particulière dans le cadre de la campagne. Il y a voilà, un niveau relativement stable de fake news observé sur la plateforme et sur Internet en général. Merci Edouard Brault, directeur des partenariats médias, donc chez Facebook, avec nous ce soir sur BFM Business. Jean-Christophe, la tech américaine toujours et encore, avec mais son impact aussi en France. Airbnb, là, avec un chiffre donc sur l'impact économique d'Airbnb chez nous, c'est un gros chiffre. Oui, donc le site a publié donc une étude sur sa contribution à l'économie de la France. La France qui est d'ailleurs son deuxième marché après les États-Unis. Et Airbnb, bien, du moins cette étude quantifie sa contribution à l'économie de la France à 6,5 milliards d'euros l'an dernier. Il s'agit de retombées économiques directes avec l'argent gagné par les hôtes et indirectes qui correspondent aux dépenses faites durant le séjour, comme les restaurants ou les commerces de bouche par exemple. Airbnb affirme aussi avoir généré 30 600 emplois l'an dernier en France. On rappelle qu'Airbnb compte en France sur son site plus de 400 000 hébergements enregistrés, dont 80% sont situés en dehors de Paris. PSA qui débarque en Amérique du Nord, mais bon, qui va sur un biais tech et un peu sur la pointe des pieds, il faut bien le dire. On y va doucement pour commencer. L'offensive de PSA en la matière est l'un des piliers du plan stratégique de Carlos Tavares pour les 4 prochaines années. Le groupe donc propose depuis cette semaine un service d'autopartage à Los Angeles avec sa nouvelle marque spécialisée dans les nouvelles mobilités, Dri2Move, et son partenaire Travelcar. Alors l'offre de location de voitures entre voyageurs est disponible à l'aéroport de Los Angeles. Elle sera ensuite déployée plus largement aux États-Unis. Alors il ne s'agit pas donc pour PSA de commercialiser des voitures, pas encore, mais c'est une première étape, le moyen de poser en fait ses jalons sur le marché américain. Et puis Renaud Laplanche là, qui se relance là avec une nouvelle start-up. Il était à notre micro il y a un peu plus d'un an et visiblement il a une nouvelle aventure. Oui, le fondateur de la plateforme de prêt en ligne Lending Club, qui a été débarqué, tente un retour dans ce secteur avec une nouvelle start-up qui fera directement concurrence à son ancienne entreprise baptisée Upgrade. Cette start-up basée à San Francisco se présente comme une plateforme destinée à l'octroi
des crédits à la consommation. Elle met donc en contact prêteurs et ménages qui veulent refinancer leurs crédits sans avoir à passer par une banque. C'est ce que fait donc Lending Club, pionnière du genre. Upgrade envisage dans un second temps de se lancer dans les crédits immobiliers auto. Comme Lending Club, bien le groupe gagne de l'argent en prélevant entre 1 et 5% de la somme prêtée selon le site internet. Cette tentative de retour de Renaud Laplanche risque toutefois d'être compliquée puisque le secteur des plateformes de presse électronique est plutôt encombré en ce moment. On va suivre ça, mais voilà, c'était comme l'étoile filante, peut-être le Français le plus connu des États-Unis, en tout cas l'entrepreneur le plus successful ces dernières années. Il a explosé en vol en 2016, et donc là tente un joli retour. On verra un retour. On verra si on peut le qualifier comme ça prochainement. La tech asiatique pour terminer avec Tencent, Tencent qui entre dans le club des 10 plus grosses boîtes au monde. On parle de valorisation boursière. Le cours a pris quasiment 50% sur les 12 derniers mois. Donc pour Tencent, vous savez, c'est notamment la maison mère de l'app mobile WeChat, qui c'est une sorte de Facebook, d'Amazon. Vous secouez tout ça, ça vous fait un beau cocktail et vous avez 600-700 millions de Chinois qui s'y connectent quasiment tous les jours et sûrement plusieurs fois par jour. Eh bien, ils sont maintenant à 280 milliards de dollars de capi boursière. C'est la fin de ce journal de la tech. On va se retrouver juste après ça avec Startup & Co et un expert en com qui va revenir sur ce coup de semonce dans la fintech française, le compte nickel, avec Riyad Boulanoir, Hugues Lebret, vendu à BNP, alors que à la base c'était quand même le compte sans banque, le compte bancaire sans banque. Et ils sont rachetés par une grande banque, la plus grande banque française. C'est juste après ça.